Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jeux Vidéal, votre émission hebdomadaire sur l'actualité du jeu vidéo. Et comme d'habitude, je vais parler dans un premier temps de l'actualité du moment, des jeux auxquels j'ai joué, et on finira par les sorties jeux vidéo de cette semaine. Et si vous me découvrez, bienvenue, si vous me connaissez, Et du coup on attaque directement avec les actus de la semaine. Bon, comme vous avez pu le voir, on va avoir le droit à un gros pavé Ubisoft, c'est le titre de l'épisode, on a parlé de toute la semaine, je vais vous débriefer ça, mais on va d'abord commencer avec les quelques informations bonnes ou moins bonnes, mais en tout cas le dernier Zelda Echoes of Wisdom est sorti et est disponible sur Nintendo Switch. Pour rappel, c'est un jeu qui est développé pas par un studio qui appartient à Nintendo, et non, parce qu'ici le studio qui est derrière, c'est celui qui avait réalisé le remake de Link's Awakening, qui était à la base sorti sur Game Boy, mais là voilà, ils l'ont fait sur Nintendo Switch, et en récupérant cette même patte graphique que les gens avaient appréciée, ils ont pu, grâce à Nintendo, réaliser leur propre jeu. Donc on sait que Nintendo avait la main mise et on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout avec des licences qui leur appartiennent, et surtout Zelda en ce moment, et là pour le coup c'est vraiment bien. Donc c'est le jeu où on va jouer la princesse Zelda, le premier jeu Zelda avec une structure classique où on peut incarner la princesse Zelda. On pouvait déjà l'incarner dans des Hyrule Warriors ou autre, ou Smash, on s'en fiche, mais là voilà, c'est un jeu qui est pas forcément canon, il doit l'être, vu la chronologie de l'univers Zelda, il doit être canon quelque part, mais en tout cas voilà, c'est une structure assez classique, et on va se rapprocher aussi d'un point de vue gameplay d'un Breath of the Wild ou d'un Tears of the Kingdom, parce qu'on va avoir une certaine liberté et une certaine marge de manœuvre pour affronter et résoudre tous les problèmes qui vont nous tomber dessus. Donc on va pouvoir notamment, avec une baguette magique, pouvoir copier des objets et les multiplier, faire un escalier en lit, faire apparaître des caisses, des cailloux, des ennemis même qui vont se battre à nos côtés, et on aura plein d'autres pouvoirs qui vont aussi nous permettre, à notre personnage, à notre petite princesse Zelda, de copier le mouvement d'un autre objet, ou de faire copier à un objet notre mouvement. Donc voilà, ça va nous permettre de débloquer plein d'actions différentes, et ça nourrit un peu le gameplay, et ça c'est vraiment bien. Le jeu dure environ une vingtaine d'heures, moi j'en suis au début, mais comptez au moins 20 heures pour rush le jeu, ce qui est vraiment généreux. Et pour l'instant, moi, de ce que j'en ai vu, ça se renouvelle tout le temps. On a toujours un petit truc à faire, et c'est le genre de jeu qu'on a un petit peu du mal à lâcher. On a toujours un objectif à long, moyen et court terme, et du coup, en fait, on voit pas les heures défiler, et c'est vraiment cool. Le jeu a obtenu un magnifique 86 sur 100 sur Metacritic, OpenCritic, vous vous servez de celui que vous voulez, mais aussi un 92% de recommandations de la part des testeurs sur à peu près 75 reviews. Pour rappel, ce pourcentage, en fait, c'est le pourcentage de tests qui vous recommande de jouer au jeu. Donc voilà, je trouve que c'est une donnée vachement intéressante, un petit peu plus intéressante, que je le dis souvent, que le score utilisateur de Metacritic, où les gens vont faire du review bombing, ou sortir des avis, alors des avis objectifs, non, subjectifs, un avis c'est forcément subjectif, mais pas constructif. On va rester dans les réussites, mais cette fois je m'y attendais pas, c'est le DLC de Diablo 4 qui a eu exactement les mêmes notes, avec un 86 sur 100, un 92 de pourcentage de recommandation de la part des avis sur 37 reviews. Et voilà, pour un dead game, j'en parlais déjà la dernière fois avec les microtransactions qui avaient rapporté plus de 150 millions de dollars depuis la sortie du jeu, et là ça continue parce qu'on se retrouve avec un DLC qui plaît énormément. Donc personnellement je n'ai pas encore posé les mains sur ce DLC, j'attends d'abord de terminer le jeu, et là c'est la rentrée, il y a vraiment beaucoup de jeux à faire, mais en tout cas voilà, le jeu a été très bien reçu, le DLC surtout a été très bien reçu, et contrairement à un autre DLC, et on va passer du coup à la prochaine news, parce qu'on va parler de Starfield. Starfield Shattered Space est sorti, il coûte 30 boules et a obtenu un 56 sur 100 sur Open et Metacritic, et seulement 30% de recommandations de la part des tests. Et au-delà de ça, on a seulement que 23 reviews pour alimenter ce score. Donc déjà, il n'y a pas énormément de monde qui l'a testé, alors que Starfield, ça reste l'un des plus gros jeux de Bethesda à ce jour, et leur petit bébé. Il est certes sorti sur PC et Xbox, donc voilà, tous les joueurs PlayStation sont passés à côté, mais ça reste quand même un jeu à énorme budget, et un jeu que Bethesda soutient et continue d'alimenter, que ce soit avec des mises à jour ou là avec le DLC. Et ici, on se retrouve avec une histoire. L'ADA est sympa, parce que contrairement à Starfield, ici on a beaucoup moins de procédural, et beaucoup de choses ont été faites à la main par les développeurs, et le problème c'est que en fait on se fait un petit peu chier, les gens trouvent ça trop court, les gens trouvent ça pas intéressant, c'est du Starfield mais pas forcément du bon Starfield. Oui voilà, on n'a pas le côté procédural de remplissage,
mais du coup on se retrouve avec un jeu un peu pauvre, joli, mais 30 balles, 8 heures, pour au final une expérience qui est pas incroyable et qui améliore pas grandement les erreurs que fait le jeu principal. Et ben du coup c'est un grand nom, donc je sais pas trop du coup où est-ce qu'ils vont aller avec leur Starfield, on verra bien, c'est toujours un peu dommage. Je reste persuadé que le jeu deviendra un grand jeu avec le temps, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Et pour rester dans les déceptions, on va pouvoir parler d'Ubisoft et de tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc dans un premier temps, alors on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, moi je trouve que c'est un mauvais move, mais Ubisoft a sorti une roadmap de mise à jour de contenu et d'amélioration, de correction de bugs et d'amélioration de gameplay pour Star Wars Outlaws. Donc vous le savez, j'ai apprécié Star Wars Outlaws, mais là ils ont fait une roadmap du coup pour dire qu'ils allaient modifier l'infiltration, qu'ils allaient améliorer plein de choses, et bah du coup quel est l'intérêt d'acheter le jeu ? Autant l'avoir un peu moins cher quand les mises à jour seront tombées. Et c'est ce qui est un petit peu dommage, je vois pas trop leur com, surtout qu'ils ont aussi dit que le jeu s'était vendu à peine un petit peu plus d'1 million d'exemplaires pour un jeu de cette envergure, sachant qu'il y a la licence Star Wars à rembourser, enfin voilà, c'est vraiment pas jojo, et bah je sais pas voilà où on va avec ce Star Wars Outlaws. Si vous êtes fan de Star Wars, je vous le conseille, sinon je ne le vous conseille pas. Si vous n'aimez pas l'infiltration, je ne vous le conseille pas non plus, mais le jeu a certaines qualités, il n'est pas aussi mauvais que les gens le disent, mais c'est un jeu qui a des problèmes, on est bien d'accord, surtout vendu au prix de 80€, voire 140 avec tout ce qui est Season Pass, bonus, skin et toutes ces conneries qui servent absolument à rien. Et 140€ pour n'importe quel jeu, c'est trop cher, et même 80€ pour n'importe quel jeu, ça reste beaucoup trop cher, et on se rince beaucoup trop sur notre tronche, nous les joueurs, et ça me désespère. Et suite à cette information de roadmap de Star Wars, ils ont aussi annoncé que Assassin's Creed Shadows, qui était censé sortir je crois le 15 novembre, va sortir le 14 février 2025. Alors, repousser un jeu, je me suis toujours pour dire que c'est une bonne nouvelle. Mais ici, on va tomber sur quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est que apparemment, ce serait pour corriger tous les problèmes historiques. Il y avait une pétition au Japon en disant que ça respectait pas, patati patata. Je trouve que c'est une connerie sans nom parce que Ubisoft, si vous avez déjà joué au jeu, il y a un Animus, il y a les pommes d'Éden, il y a une civilisation éteinte, il y a des voyages pas temporels mais quasiment et machin. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec l'histoire ? Je veux dire, à chaque fois, c'est une œuvre de fiction inspirée de faits réels, mais pas vraiment, mais un peu, mais... Pourquoi les gens emmerdent le monde ? On s'en fiche. On joue ninja, on joue un samouraï noir. C'est rigolo, c'est inspiré d'une légende, du machin, c'est vrai, c'est pas vrai, vérifiez avec les historiens. Qu'est-ce qu'on en a à carrer ? Donc si c'est vraiment la vraie raison et que c'est pas juste pour proposer une expérience sans aucun bug la plus aboutie possible pour pouvoir justement faire redémarrer la machine après les différents échecs successifs qu'Ubisoft se prend dans les dents depuis quelques mois, années, qui sont pour la plupart mérités, mais quand on voit Star Wars Outlaws se fait peut-être un peu trop lyncher pour l'échec que c'est. Skull and Bones, c'était un fiasco, les gens reprochent à Ubisoft d'avoir dit que le jeu était incroyable, ils vont pas dire sur scène que le jeu est de la merde. Prince of Persia The Lost Crown est incroyable, le dernier Watch Dogs a déçu, le Raiders Republic aussi, enfin voilà, ça se pète un peu la gueule de tous les côtés, et Assassin's Creed Shadows, ça reste une grosse cartouche d'Ubisoft, et le dernier Assassin's Creed le plus vendu était le Valhalla, et je pense qu'ils veulent réitérer en rassurant les joueurs. Et ça fonctionnera hein, parce que le Japon ça marche, il y aura le Ghost of Yotei aussi qui relance, qui met des sous dans la machine, et même si les gens disent ils vont acheter Yotei, ils vont le terminer en 3 jours parce qu'en fait les gens ils s'achètent un jeu dans le week-end, ils jouent 15 heures par jour et le jeu il est plié, il passe à autre chose, donc en fait tous ces gens là vont quand même acheter le Assassin's Creed Shadow après avoir terminé Ghost of Yotei, donc ça c'est pas du tout un problème, mais c'est vrai que ça risque de faire un petit peu d'ombre, surtout que les jeux seront forcément comparés, et déjà qu'Ubisoft même quand ils font des jeux à peu près potables ils se font déglinguer la gueule, je peux vous dire si le jeu est juste moins bien sur plein de points par rapport à Ghost of Yotei, ils se feront démonter, même si Assassin's Creed fera sûrement plus de choses, il y aura un gameplay plus varié et plus de propositions, mais Ghost of Yotei en fera moins mais mieux, donc voilà, ce sera comparé, ça leur portera sûrement préjudice. Et du coup l'action Ubisoft s'est pété la gueule, c'est passé en dessous des 10€, je crois qu'on était à 9€ l'action, sachant qu'après la sortie de Valhalla et de Watch Dogs on était à 100 balles l'action, ce qui était
un petit peu surestimé, mais voilà, l'action d'Ubisoft valait à peu près 75-80 € réellement. Et là, elle est descendue à 9. Et quelques temps après, il y a eu un rapport de Bloomberg qui disait qu'Ubisoft allait sûrement se faire racheter par Tencent. Donc Tencent, ça fait partie de ces grosses entreprises de jeux vidéo qui contrôlent le monde dans l'ombre. C'est une entreprise chinoise, un peu comme NetEase et toutes ces conneries. Et ça possède déjà, ça a des parts chez Nintendo, chez Ubisoft, avec notamment quasiment 49% d'actions d'Ubisoft qui sont la propriété de Tencent. Donc un rachat potentiel, oui, non, on verra, on s'en fiche. En tout cas, ça a fait remonter l'action de 30%. Mais c'est normal, en fait, dès qu'il y a une annonce de rachat, le chiffre va gonfler, les actions vont prendre de la valeur juste parce qu'en fait, les gens savent que ça va se vendre. Et du coup, si quelque chose va se vendre, c'est que ça a de la valeur. Donc ça gonfle. C'est un rebond qu'on voit très souvent, qu'il y avait déjà eu il y a quelques années, qu'il y avait eu avec Activision Blizzard avant les rachats, qu'il y avait eu avec d'autres entreprises sur lesquelles Microsoft spéculait en disant qu'ils allaient racheter ou pas, ou que les gens à droite à gauche annonçaient des potentiels rachats ou des études de dossiers en tout cas, et les actions ont monté de 10, 15, 20, 30% juste parce que l'annonce d'un potentiel rachat a été effectuée. Donc voilà, le rebond ce n'est rien du tout, c'est juste de la spéculation, c'est la bourse. Mais en tout cas, Ubisoft disait qu'ils étudiaient peut-être les propositions, sachant qu'il faut savoir que quand on négocie comme ça, Ubisoft vaut plus d'argent et je ne sais pas si quelqu'un au monde peut racheter Ubisoft. Ubisoft, c'est le plus gros employeur humain de jeux vidéo. Ça veut dire qu'il y a plus de 20 000 employés et quelle que soit la personne qui rachète, il faut assurer le salaire. Donc il y aura sûrement du licenciement, sauf que s'il y a du licenciement, il y a de l'annulation de projet. Parce qu'Ubisoft, en fait, c'est pas plein de petits studios qui bossent à droite à gauche. On voit Ubisoft Annecy, Ubisoft Montréal, Ubisoft tout ce que vous voulez. Et c'est pas plein de petits studios qui font des petits jeux. Non. Tous ces studios travaillent grosso modo, ils touchent à tout. Je sais pas, un gars qui va être fort pour faire les fougères, en fait il va faire les fougères dans quasiment tous les jeux. Et ça limite la vision d'ensemble et c'est le gros problème des jeux Ubisoft, mais d'un autre côté ça permet d'être très efficace et de fournir beaucoup de très gros jeux, ce qu'Ubisoft fait très bien. Ils fournissent beaucoup de très gros jeux open world, très lourds et très cher, et ça se casse un peu les dents, ils essaient de faire trop de choses, mais c'est leur façon de fonctionner, donc on peut pas dire on va fermer le service qualité, on va fermer le studio qui fait les petits FPS qui marchent pas, on va fermer... Non, parce qu'Ubisoft ne fonctionne pas comme ça, ce ne sont pas des tout petits studios indépendants, c'est vraiment plus une espèce de grosse masse qui travaille, alors je vais pas dire de façon unie, mais qui travaille à peu près sur les mêmes projets, une grande marinade où on brasse un petit peu tout le monde et on brasse un petit peu les talents, et voilà, donc pour moi un rachat ce serait potentiellement la mort d'Ubisoft, mais je vois pas l'intérêt de racheter pour faire mourir. Et dernier commentaire, avis, c'est que tout le monde gueule en disant que Tencent c'est le mal, c'est chinois, c'est des grosses boîtes, on s'en fout littéralement, que ce soit PlayStation, que ce soit Microsoft ou que ce soit Tencent, on s'en fiche, c'est des entreprises qui brassent des millions, il n'y a pas forcément de différence, ils sont là pour faire du pognon, pour faire des billets et c'est tout. Il n'y a rien de plus, rien de moins, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est des grosses boîtes qui font de la thune, un point, c'est tout. Le reste, c'est juste des billets que vous avez et ça reste juste, je vous dis, des grosses entreprises qui viennent pas forcément de pays où on cautionne ce qui se fait ou pas, ça n'a rien à voir, mais voilà, ce sont des grosses boîtes qui jouent leur bille pour pouvoir engranger encore plus d'argent pour les investisseurs. Voilà. C'était du coup la grosse news d'Ubisoft. Je pense qu'on va en apprendre vraiment beaucoup la semaine prochaine. Je pense que j'aurai encore pas mal de choses à vous dire la semaine prochaine parce que la situation va sûrement évoluer et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans le mois qui arrive ou en tout cas vers la fin d'année. Voilà. On aura plus d'informations. L'action d'Ubisoft fera ce qu'elle fera, les rachats se feront ou se feront pas, on verra bien. On va se faire du coup un petit regain, une petite bonne nouvelle avant de replonger. Silent Hill est sorti, le Silent Hill 2 remake, alors oui, ils ont fait un remake du 2, pas du 1. Parce que le 2 est mythique, le 2 est incroyable, je l'ai pas fait, moi c'est vraiment une série, je suis passé à côté, mais ils ont refait le 2 parce que c'est un jeu qui est connu, qui fera du pognon, et on avait vu des images, une bande-annonce là, le 3 qui avait tellement été catastrophique, qui était nul, qui nous présentait les combats alors que c'est pas un jeu de combat, et du coup le jeu est super bien reçu. C'est un jeu sur lequel j'ai pas pu encore poser mes mains dessus, mais tous les tests sont unanimes, avec un magnifique 88 sur Meta et OpenCritic et 93% de recommandations, sur un total de 41 reviews. Et je pense que la bande-annonce de cet été était faite soit par... Bon, c'est Konami derrière, Konami... Voilà, c'est une entreprise, les joueurs l'aiment pas trop, elle aime pas trop les joueurs, bon... Passons un petit peu là-dessus vite fait, mais par contre je pense que la cinématique qui a été faite était soit pour rameuter des gens en disant regardez il y a de l'action dans notre jeu, soit en fait ça a été fait par une entreprise qui connaît pas le jeu et qui est une entreprise qui fait juste des bandes annonces, et dans ces cas là ils sont juste, ils sont même pas nuls, c'est pas leur travail. Il y a bon nombre de cinématiques de jeux vidéo qui sont faites par des studios
de cinématiques de jeux vidéo qui font par exemple toutes les mini-séries que vous avez vues dans Love, Death and Robot, ou dans la prochaine série Amazon, là je sais plus, qui va sortir je crois en décembre, où il y aura du Space Marine, du God of War, je sais pas s'il y aura du Alan Wake, je crois pas, mais voilà, ce sera des univers de jeux vidéo, et en gros c'est des studios qui sont spécialisés dans la création de modèles 3D et de bandes-annonces et de tout ce qui est cinématique, et parfois ça n'a rien à voir avec le jeu, et ils ne font pas du tout du codage, du gameplay, du game design, non, ils sont là pour faire des cinématiques, vous rincer la rétine, et notamment des spots publicitaires qui n'ont parfois rien à voir avec le jeu, et ça c'est déjà vu, que ce soit des jeux bien ou pas bien, qu'il y ait des bandes-annonces qui ne ressemblent absolument pas au jeu, parce qu'en fait, c'est deux entités différentes qui l'ont fait, tout simplement. Donc en tout cas le jeu, voilà, au final malgré tout ça, apparemment il est très très bien, donc je pense que ce sera un grand nom de l'horreur à retenir, et c'est vraiment cool parce que d'avoir des aussi bonnes notes en s'attaquant à un monument du jeu vidéo, c'était sportif, avec toujours Konami derrière, c'était encore plus sportif, mais en tout cas c'est vraiment cool, GG. Je pense que du coup si vous aimez les jeux d'horreur, allez-y, en tout cas la presse le pense, et les joueurs aussi. Et en restant dans le thème de l'horreur, on va pouvoir aborder la dernière news qui nous servira de tremplin, de transition pour la partie des jeux auxquels j'ai joué, parce qu'est sorti cette semaine Until Dawn, le remake de 2024, et les tests, comment vous dire, 66 sur 100, 43% de recommandations, 7 reviews spécialisées dans le monde. Voilà, c'est un peu ce qu'est Until Dawn remake. Remake, si on veut, il y a des scènes en plus, il y a des une fin en plus en tout cas. Du coup, j'ai posé les mains dessus, je l'ai reçu juste un petit peu avant sa sortie, et on va pouvoir débriefer ça dans les jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Donc j'ai joué à Until Dawn Remake. Pour information, j'avais vu un let's play, le let's play de Squeezie à la sortie. Je n'avais pas touché le jeu, je l'ai acheté sur PS4 dans l'intention de le faire. J'ai pas eu le temps, le remake est sorti, PlayStation me l'a envoyé, j'ai pas apprécié. Le jeu est certes plus beau, mais techniquement on est toujours à un 30 fps, même pas stable. Je m'en fiche du 30 fps, mais faites que ce soit stable. La synchro labiale en français est catastrophique sur certains personnages, pas tous, mais sur certains personnages catastrophiques. On est du coup sur un jeu d'horreur à choix, donc beaucoup de gens aiment ça, ça reprend un petit peu le slasher, donc tous les traits du slasher, les personnages un peu cons, les scènes un peu ridicules, le sang, les morts, voilà, vous allez avoir une petite équipe de plusieurs personnages, et vous allez pouvoir à plusieurs moments les perdre. Donc vous pouvez littéralement finir le jeu avec tous les personnages de décédés, et terminer le jeu avec tous les personnages qui ont survécu. Ce qui va aussi vous faire du coup plusieurs fins possibles avec certains personnages de vivants, certains personnages de morts, des interactions que vous aurez pas, des interactions différentes que vous aurez. Mais moi ce qui me gêne le plus ici, c'est que déjà la colorimétrie du jeu a changé. Avant on était sur des tons froids avec du bleu, du blanc, de la neige, et ça rendait vraiment bien. Là, on est plus dans des tons un peu colo de vacances, jaune orangé, soleil couchant, donc dans les scènes de noir intense, voilà, ça ne change pas. Mais voilà, la vibe du début du jeu est vraiment différente. Et on est dans ces jeux qui font un peu les jeux des années 2010-15, où les personnages bougent beaucoup les bras pour montrer qu'ils discutent, et pour montrer qu'ils parlent, et pour montrer qu'ils ont des émotions. On voit beaucoup ça dans les jeux Ubisoft, où les mecs balancent les bras à droite à gauche, oh là là, mais qu'est-ce que tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, oui, je te crois. Enfin voilà, ils font vraiment des mouvements exagérés, ils bougent leur corps, ils se tournent, ils étirent leurs bras, enfin voilà, c'est vraiment ça. Et là, ça fait un peu too much. Les gens disent des phrases qui ont pas forcément d'importance, mais en exagérant leur posture. Et la chose qui m'énerve et qui m'avait gonflé dans Détroit et qui me regonfle ici, c'est les personnages schizophrènes ou bipolaires. C'est-à-dire que la phrase, on parle à quelqu'un, il s'insulte, ça part dans les tours, la phrase d'après, oh non, désolé, oui, moi aussi je t'apprécie, puis après il se parle normal. On a vraiment l'impression que le jeu a des scénettes qui sont coupées, rajoutées, collées. On dit, ah ok, t'as mis cette phrase, bam, on lui met ce morceau. Ah, t'as dit cette phrase, bam, on lui met ce morceau-là. Et honnêtement, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Le jeu, voilà, reste ce qu'il est, hein. Si vous l'avez apprécié, vous apprécierez celui-ci. Si vous l'avez pas apprécié, vous l'apprécierez pas. Si vous l'avez pu poncer, est-ce que ça vaut le coup vraiment de refaire le jeu intégralement? Il dure pas très longtemps, c'est 7-8 heures. Mais pour faire les quelques scénettes en plus et une fin supplémentaire, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Et surtout que le jeu sort à 70 balles. Merde! 70 € pour un remake qui n'est pas un remake. C'est un remaster. Pour moi, alors vous pouvez avoir votre propre définition, mais pour moi un remaster garde le squelette du jeu, un remake le reprend de zéro. Un bon remake, c'est Resident Evil 2
le 3 aussi, tout ça, ou même le 4, qui du coup revoit un petit peu le gameplay, la caméra est plus proche, on peut bouger le personnage, enfin voilà, ça apporte des vraies mécaniques et ce n'est pas juste visuel. Un remaster, c'est un portage amélioré. Pour moi, un remaster, c'est vraiment le même jeu. Vous essayez de vous rapprocher au maximum du maximum de l'expérience originale et de pas forcément prendre des libertés pour essayer de un peu dynamiser le jeu et le rendre un peu plus moderne. Voilà, donc ici, pour moi, on est littéralement sur un remaster vendu 70 boules qui aurait quasiment pu être fait avec une mise à jour. Oui, le jeu est bien plus beau, c'est retravaillé, les modèles 3D sont retravaillés, les jeux de lumière aussi, mais il faut pas déconner, 70 boules, c'est vraiment trop cher, c'est le prix d'un jeu neuf, alors que la structure du jeu était toujours là. Et pour information, c'est un studio spécialisé dans le portage qui a fait ça, je crois que c'est Mobius, parce que souvent les développeurs qui font des portages, c'est des studios spécialisés, hein, le studio qui a développé et qui a porté surtout The Witcher 3 sur Nintendo Switch n'est pas CD Projekt. Donc souvent voilà, ce sont des studios qui ne font que ça. Là le travail est bien fait, le 30 fps, pour la qualité graphique, pour la stabilité, je trouve pas ça incroyable. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de ce DLC. Les notes parlent d'elles-mêmes, hein, je vous ai dit, c'est catastrophique. On est sur un 66 sur 100, 43%, 7 reviews, donc personne n'en a rien à foutre. Sony n'en a rien à foutre. Les sites de jeux vidéo n'en ont rien à foutre. Et les seules personnes qui l'achètent, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont poncé le jeu à mort, à plus savoir comment foutre, et qui reveulent leur dose. Mais voilà. Donc c'est vraiment, je ne vous le conseille pas du tout. Et pourtant, c'était gratuit. J'ai rien à voir, autre registre, j'ai aussi pas mal poncé le multijoueur de Space Marine 2, j'ai toujours très peu avancé dans la campagne, mais j'ai fait pas mal de multijoueurs et on se retrouve là du coup avec un bon gros Gears sans couverture, mais c'est plutôt cool. Pour les connaisseurs, moi je joue avant-garde, donc avec mon petit grappin, je m'en sers pas forcément pour stun, mais plus pour me déplacer sur la carte, et c'est vraiment cool, c'est dynamique, la vie tombe très vite, mais j'aurais un message à adresser aux développeurs. Pourquoi vous nous avez foutu des shields ? C'est quoi cette classe de merde ? Il y a une classe qui a une épée et un bouclier. Le bouclier n'a pas de barre d'endurance. On peut bloquer littéralement l'intégralité des tirs. Et je sais pas comment percer ce truc-là. Souvent, on s'y met à plusieurs en espérant que ça passe. Mais je ne vois pas comment on peut prendre ce gars. Donc, si vous avez des conseils, dites-le moi en commentaire parce que je ne comprends pas. Ça me fait pas perdre des parties, hein, parce qu'au final, il peut y en avoir dans les deux équipes, tout ça. Mais vraiment, en 1v1, en 2v1, je trouve ça compliqué. Et je trouve ça vraiment fort pour pas grand-chose. Parce que c'est très efficace et c'est très facile à jouer, mais voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, peut-être que c'est parce que je manque de niveau sur le jeu, mais je ne demande qu'à comprendre. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc en tout cas voilà, c'est très bon, les maps sont très bien, c'est du 6v6 avec de l'objectif, c'est du 6v6 avec le plus souvent des modes objectifs, des collines, des secteurs à capturer ou du MME classique, et c'est vraiment bien. Les spawns sont un petit peu catastrophiques, mais ça se règle avec des mises à jour et ce sera alimenté avec la roadmap qui a déjà fuité, où on a des nouveaux ennemis, des modes de difficulté, des nouveaux chapitres, des nouveaux skins, des nouvelles armes, enfin voilà. Le jeu va rouler un petit peu au moins pendant quelques mois voire un an, on a du contenu assuré, de la nouveauté et je vais me mettre à faire la campagne incessamment sous peu. Et par contre je n'ai pas joué qu'à ça, j'ai terminé la démo de Métaphore Ray Fantasio qui est du coup le dernier bébé de chez Atlus, les papas de Persona. Et ici on se retrouve du coup grosso modo avec la même structure, c'est à dire que s'il y a plein de choses que vous aimez pas dans Persona, genre les jeux qui parlent, le tour par tour, c'est mal barré pour vous. Par contre si vous adorez ça, mais allez-y. J'étais en train de lancer le jeu au début, je me dis ouais bon ça va ressembler à Persona, j'aimerais bien un Persona d'Heroic Fantasy. C'est un Persona d'Heroic Fantasy et je trouve qu'il a un scope encore plus grand. Parce que Persona, ce sont des jeux qui se sont construits au fil du temps. Il y a eu plein de versions, les Persona 5, Persona 5 Royal, ils ont fait pareil avec Persona 4 Golden, Persona 3, il y a aussi eu ça, je crois qu'il y en a eu 3, plus le Reload qui est sorti, donc 4. Et en fait, c'est des jeux, ils rajoutent du contenu et ils s'étoffent un petit peu à chaque nouvelle version qui sort. Et c'est vraiment du contenu qui est rajouté. Et ils ont fait la même chose avec Shin Megami Tensei Vengeance, qui du coup pareil est une histoire annexe. En fait il y a le jeu plus une deuxième campagne, une réécriture totale de la campagne du jeu qui est intégrée dedans, donc les jeux s'étoffent petit à petit, mais là on est sur déjà un gros jeu. Il a eu des notes, les tests sont tombés, le jeu sort le 11. La démo est disponible gratuitement, elle dure 3-4 heures selon comment vous jouez, plus 4-5 si vous y allez vraiment, et les notes sont déjà folles. 93 sur 100, 98% de recommandations,
pour un total de 52 reviews dans le monde, et ça c'est vraiment cool. La durée de vie du jeu comme d'habitude est colossale et ça fait vraiment plaisir de voir Atlus qui nous sort de très bons jeux, de très bons JRPG, et ça va permettre un petit peu de parler des JRPG ou des jeux japonais en ce moment qui sont en train de régaler tout le monde. Là où le passage à la HD était vraiment dominé par le jeu vidéo occidental, avec la chute du jeu vidéo japonais qui a eu du mal à passer à la HD et tout ça, c'était compliqué. Là on voit l'inverse. C'est-à-dire que tout l'Occident se met à faire des jeux jolis, des jeux magnifiques, des jeux qui poussent les graphismes beaucoup trop loin, qui font « Waouh, c'est trop beau !» Bah en fait, les jeux vidéo japonais, avec leur cel shading, bah, ils ont des machines super puissantes, ils peuvent faire plein d'effets visuels, plein d'effets de particules, et c'est magnifique. Sparking Zero, là, qui va sortir, magnifique. Métaphore, il y a tellement d'effets visuels, vous mettez la moitié de ça dans n'importe quel autre jeu récent, PlayStation, Xbox ou autre, le jeu crache, le jeu brûle, et là c'est trop bien, c'est du pain béni pour eux. Ils ont compris que la course au graphisme fallait arrêter, il valait mieux faire des jeux riches en contenu, en gameplay, en mécanique et qui respectent le joueur, plutôt qu'une vitrine jolie qui vous crache à la gueule. Voilà, c'est mon avis, et je pense que ça ferait du bien à tout le monde qu'on redescende et qu'on arrête cette course aux performances, au graphisme, aux détails et au photoréalisme, et se lancer plus sur des jeux en fait jolis avec une vraie DA. Regardez Elden Ring, c'est pas photoréaliste, c'est quasiment le même moteur que Dark Souls 3. C'est un carton, et tout est dans la DA, tout est dans des humains, parce que maintenant on a des jeux vachement jolis avec du procédural. Ouais, le procédural c'est bien pour plein de choses, hein, mais bon, on se fait vite un peu chier, on tourne un peu vite en rond. Mais en tout cas, Métaphore ReFantazio, je l'ai acheté, je le reçois du coup dès vendredi, et bah je vous invite à essayer la démo et à voir si vous aussi vous voulez l'acheter. En parlant du coup des sorties de la semaine, et ben on va directement passer à la dernière partie de cette émission, les sorties de cette semaine. Du coup, je vous l'ai déjà dit, mais Métaphore ReFantazio sort le 11. De toute façon, toutes les sorties vont être le 11-10. Hein, ça va être vendredi. Donc, Métaphore ReFantazio qui va sortir sur... C'est même un petit peu bizarre parce qu'on a PC, PS5, Xbox Series, PS4 et pas Xbox One. Je me demandais pas, je sais pas. Je sais pas. Sur le store de PlayStation, c'est marqué version PS4 5 et sur Xbox, c'est marqué Xbox Series, c'est tout. Donc si je me trompe, dites-le moi, mais je trouve ça bizarre. Je vois pas pourquoi les joueurs Xbox One seraient délaissés. Enfin, je comprends pas, tout est pas toujours logique, c'est foireux. J'en ai parlé aussi juste avant, mais on a Sparking Zero qui sort le même jour, donc là on va faire brûler la carte bleue. Sparking Zero, c'est juste le nom japonais de la série Budokai Tenkaichi chez nous, donc c'est le jeu de combat 3D Dragon Ball avec plein de personnages, plein de formes différentes, donc ça va être vraiment cool. Ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous êtes amateur, vous le savez, ça va sortir, vous allez déjà vous taper dessus avec votre frangin, avec vos potes, avec une pizza, tout simplement, ça va ressembler à ça. Les gens vont faire leurs équipes de rêve, mais il faudra savoir que les équipes auront un scoring, c'est-à-dire que les personnages les plus forts auront par exemple une valeur de points de 10, les personnages les plus faibles auront une valeur de points de 2 ou 3, et votre objectif c'est que votre équipe de base, votre équipe finale doit faire 15 points. Donc c'est-à-dire que vous pouvez littéralement prendre 2 personnages pour faire 15 points, ou en prendre beaucoup plus, donc vous avez un personnage fort, mais vous allez devoir vous battre contre plein d'autres personnages derrière, donc c'est comme ça qu'ils ont équilibré le jeu. On verra à la sortie ce que ça donne et si ça vaut le coup. Et la dernière grosse sortie de la semaine, le même jour, ce sera, alors grosse sortie, c'est pas non plus, mais c'est un jeu qu'on avait eu en présentation pendant l'E3 de cet été chez Nintendo, avec Europa, qui ressemble un petit peu à un Breath of the Wild, à un jeu indépendant, et ça pour le coup ça sort sur PC et Switch ce vendredi. Donc voilà, c'est la petite pépite, je me le ferai un peu plus tard, si le jeu vous a tapé dans l'œil, je pense que voilà, vous êtes déjà au courant qu'il va sortir et vous allez vous l'acheter. Il y aura des retours assez rapidement sur le jeu, mais en tout cas voilà, c'est un jeu que je ferai mais plus tard, comme le Sparking Zero. Pour l'instant ça va être Métaphore et Dragon Age à la fin du mois de mon côté. Donc voilà, c'est ce qui met un terme un petit peu à cette émission, j'espère que vous avez apprécié. Je travaille toujours un petit peu plus le format vidéo, surtout en podcast vous ne devez pas forcément ressentir la différence, mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à le partager au plus grand nombre, à vos amis, à votre famille, à votre pizza, à votre chat, et nous on se retrouve une prochaine fois pour parler actualité, news et surtout jeux vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine.